C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin encore, c'est la lutte que mène l'État d'Israël contre le coronavirus qui fait la manchette de la plupart des quotidiens israéliens, et ce en dépit du fait que nous ne sommes qu'à 24 heures de la date butoir du 1er juillet, date à laquelle, vous le savez, selon l'accord de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc, Israël doit imposer sa souveraineté dans l'absolu sur 30% de la Judée et de la Samarie. Cela confirme à quel point, d'un côté, l'épidémie reste menaçante en Israël, mais aussi à quel point bien on est dans l'incertitude, dans l'expectative, dans le dossier explosif de l'annexion. Nous allons commencer, comme je vous le disais, par le dossier donc du coronavirus. L'ensemble des quotidiens israéliens ainsi que les sites d'information et les journaux télévisés d'hier soir insistent sur le feu vert donné hier soir par le gouvernement aux décisions prises par le cabinet restreint de lutte anti-corona hier en début d'après-midi, et au travers de ces mesures, on peut constater ce que Benyamin Netanyahou a appelé la volonté de mettre un frein au virus sans porter de coûts économiques trop durs à la société israélienne. Parmi ces mesures, une limitation du nombre de personnes dans les mariages et rassemblements festifs qui n'interviendra, il faut le souligner, qu'à partir du 9 juillet. Le 9 juillet, c'est le 17 Tammuz qui marque le début des fameuses 3 semaines de deuil pour la destruction du temple. 3 semaines durant lesquelles, en Israël, le nombre de mariages est d'ordinaire déjà considérablement réduit. Le nombre de participants qui sera autorisé, alors, dans un cadre de mariage maximal, sera de 100 personnes. D'une manière générale, les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits, y compris pour les synagogues. Mais le Israël qui a interrogé les patrons des salles de fête recueille leurs témoignages en colère. Ce retour en arrière va entraîner un coup fatal à notre secteur qui était déjà agonisant au cours des derniers mois. Et justement, le Israël nous montre le cas d'un couple, Hadar et Ben, qui ont déjà repoussé leur mariage à 3 reprises ces derniers mois en raison du coronavirus et qui ne cessent de réduire la liste de leurs invités. Autre mesure annoncée hier, 30% des fonctionnaires dans la fonction publique devront travailler désormais à domicile sans se rendre à leur bureau. Le quotidien gratuit parle également du balagan, de la pagaille qui règne dans l'éducation nationale, et le journal de dresser la liste des situations incohérentes dans lesquelles le système éducatif israélien, qui part en vacances officiellement aujourd'hui avec le départ en vacances des classes primaires et des maternelles, ce système s'est retrouvé durant les 3 derniers mois de cette année scolaire, pas comme les autres. Le journal détaille ce matin pour les parents d'élèves les directives sanitaires qu'ils vont devoir remplir dans le cadre, par exemple, des centres aérés. Ran Rezdik, le journaliste médical le plus célèbre d'Israël, pointe ce matin un doigt accusateur en direction du ministère de la Santé qui, selon lui, n'a pas su rompre la chaîne de contamination. Et cette chaîne fait justement la manchette du Yediot Ahronoth de ce matin. Après avoir annoncé lui aussi les mesures restrictives de cette seconde vague, le quotidien reconnaît que l'État d'Israël semble avoir perdu le contrôle des contaminés. Le Yediot croit également savoir que la structure des enquêtes épidémiologiques serait actuellement au bord de l'effondrement, et il donne un exemple de cette crise. Dans le sud, seulement 2 infirmières en tout et pour tout sont chargées de déceler la chaîne de contamination pour 1300 cas diagnostiqués. Au ministère, on reconnaît cette carence et l'on promet que l'infrastructure sera renforcée très prochainement. Et puis, une première célèbre victime de la conjoncture économique actuelle et du départ au chômage de près de 20% des employés israéliens, la présentatrice Tani Moreno, d'une des présentatrices vedettes de la chaîne 13, a été limogée hier en raison de restrictions budgétaires sur cette chaîne. Et puis, après avoir ouvert leur première page sur le coronavirus, les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent donc tout de même assez massivement ce matin sur l'échéance de l'annexion. Et pour cause, à 24 heures de cette échéance, on est à l'affût de la moindre information importante ou qui pourrait l'être, comme celle qui ce matin fait la page d'ouverture du site Ynet, qui indique dans un désir de ne pas apparaître éternellement comme les réfractaires, les Palestiniens ont apparemment décidé de faire un pas en avant en affirmant qu'ils étaient désormais favorables à une reprise des pourparlers avec Israël. Dans une lettre adressée à un forum dont on avait presque oublié l'existence, il s'agit du Quartet, les Palestiniens annoncent leur souhait de reprendre les pourparlers là où ils s'étaient arrêtés en 2014, mais ils assortissent cette proposition d'une condition. Si Benyamin Netanyahou devait procéder à une démarche d'annexion dans les territoires, alors nous nous retirerions automatiquement. Autant le dire tout de suite, on imagine mal les Palestiniens aller réellement dans le sens d'une reprise des pourparlers, alors que l'on sait que le plan Trump, dont l'annexion n'est que l'une des clauses, ne permet aux Palestiniens de récupérer que 70% de la Judée et de la Samarie.
Le Yediot Aharonot avance ce matin en une le débat d'idées autour de la démarche controversée de Binyamin Netanyahou pour Ben Dror Yemini. L'instauration de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie va marquer la fin du rêve sioniste, car une telle démarche, écrit-il, aboutira irrémédiablement vers la création d'un État binational de la Méditerranée au Jourdain. Pour Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot, ce sont les Américains qui auront le dernier mot dans ce dossier, mais il est évident pour elle que si Binyamin Netanyahou et Benny Gantz étaient arrivés ces derniers jours devant Jared Kushner en lui disant qu'ils étaient tombés d'accord sur le tracé d'une carte d'annexion, alors celle-ci se serait concrétisée et avec le feu vert de Donald Trump. Mais il y a apparemment donc un fossé idéologique important entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz qui empêche une telle démarche. Quant au ministre des Télécommunications, Yoaz Hendel, il avance ce matin en une du Israël Hayom un avis différent de celui de Benny Gantz. Selon lui, il faut saisir l'occasion politique qui est offerte à Israël d'annexer 30% de la Judée et de la Samarie plutôt que de dire, comme l'a fait Gantz hier, que tout ce qui n'est pas lié actuellement au coronavirus devra attendre que le virus soit neutralisé. Le Israël Hayom cite également des déclarations cinglantes du Likoud à l'adresse de Benny Gantz à propos de ses propos intempestifs. L'annexion ne sera pas dépendante de l'avis de Bleu-Blanc, dit-on, en tout cas au Likoud. Et cette confrontation résume, selon Mati Tourfeld, la bataille perdue d'avance de Benny Gantz dans la vie politique israélienne. On remarque, écrit-il, que ces derniers jours, Benny Gantz commence à perdre patience face au cas d'école que lui a fait vivre Binyamin Netanyahou presque au quotidien depuis plusieurs semaines. Selon Tourfeld, cette volonté de Netanyahou de vouloir maintenir à petit feu une ambiance de tension avec son partenaire risque de lui coûter cher. Nadav Shragai, toujours dans le Israël Hayom, appelle ce matin le Premier ministre à annexer d'abord et avant tout la vallée du Jourdain, quitte à pour cela devoir renoncer à l'annexion en priorité des grands blocs d'implantation. Le Maariv lui aborde ce matin un angle intéressant. Il se demande pourquoi cela pourrait-il servir d'annexer à quoi cela pourrait-il servir d'annexer 30% de la Judée et de la Samarie si dans 5 mois, Donald Trump ne devait plus être président des États-Unis et qu'il serait remplacé alors par Joe Biden, un Joe Biden qui est farouchement opposé, on le sait, à cette démarche. Et le quotidien de répondre à cette question en avançant l'exemple du processus d'Oslo auquel Netanyahou s'était farouchement opposé lui aussi, mais qu'il n'a pas voulu annuler lorsqu'il a pris ses fonctions de Premier ministre. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, en dehors du corona et de l'annexion, le Haaretz souligne qu'un mois après la mort d'Iyad El-Khalak, ce Palestinien autiste de 25 ans tué par un garde frontière qui le prenait pour un terroriste, la police ne dispose toujours pas d'un film vidéo pouvant montrer cette scène, et ce en dépit du fait qu'il y avait au moins 7 caméras vidéo dans les environs de la scène. Le Israël Hayom cite l'ambassadeur sortant d'Israël à l'ONU, Dani Danon, qui a déclaré hier que l'Iran était toujours un pays dangereux qui fournit des armes aux terroristes et qu'il fallait restaurer le boycott et les sanctions économiques contre lui. L'Iran qui a par ailleurs publié un mandat d'arrêt international contre le président Trump et contre d'autres fonctionnaires de la Maison-Blanche pour crimes de guerre contre le patron des forces Al-Quds des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani. Quant au Yediot Aharonot, et nous terminerons ainsi avec ce titre, il nous rappelle dans ces dernières pages les répercussions souvent dramatiques sur le plan économique de l'épidémie du coronavirus à travers le monde, et il nous annonce entre autres par exemple que le célèbre Cirque du Soleil a été mis en liquidation en raison de l'annulation de ses spectacles, une information qui, si elle est confirmée, risque de décevoir beaucoup d'amoureux de ce spectacle du Cirque du Soleil. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.